Le matin du 11 septembre 1978. Gerald Gallego, 32 ans, réveille sa copine de 21 ans, Charlene Williams, pour lui dire que c'est aujourd'hui qu'il réalisera ses fantasmes. Il avait envie de kidnapper des jeunes filles car il était très malheureux avec elles. Afin de l'inciter à l'aider à trouver des jeunes filles, il lui disait sans cesse qu'elle n'avait rien à lui offrir. Charlene ne s'est pas opposée à ses désirs, car elle tentait par tous les moyens de le satisfaire, même si cela impliquait qu'elle l'aide à transformer ses fantasmes sexuels en réalité. Plus tard, ce jour-là, la police de Sacramento reçoit un appel au sujet de la disparition de deux jeunes filles. Kippy Vaught, 16 ans, et Rhonda Scheffler, 17 ans. Rhonda Scheffler et Kippy Vaught sont allés magasiner au Country Club Plaza, un centre commercial. Elles étaient censées revenir le soir même, mais elles ne sont jamais rentrées. Leurs parents se sont rendus au centre commercial et ont trouvé leur voiture abandonnée derrière un magasin. C'était très louche. Tout indiquait que nous n'avions pas affaire à la simple disparition de deux jeunes filles. Nous avons immédiatement ouvert une enquête. Nous avons interrogé tous les commerçants du centre commercial et ceux de l'autre côté de la rue afin de retracer les déplacements des jeunes filles. Où étaient-elles? Où avaient-elles été vues pour la dernière fois? Qui les accompagnait? Les avait-on vues partir? Tout renseignement nous aurait été utile. Des témoins ont déclaré avoir vu Kippy et Rhonda monter dans une Pontiac Firebird rouge avec deux individus de race noire. Un des témoins a dit que Kippy l'avait salué de la main à travers la lunette arrière de la voiture, ce qui laissait croire qu'elle connaissait la personne. Les enquêteurs suivent cette piste, mais ignorent qu'elle est fausse. Deux jours après la disparition de Kippy Vaught et de Rhonda Scheffler, un travailleur saisonnier découvre leur corps dans un champ situé à 30 km au sud-est de Sacramento. L'autopsie révèle que les deux adolescentes ont été violées, puis frappées à coups de matraque et abattues d'une balle. La brutalité du crime choque les habitants de la région. C'était une affaire extrêmement médiatisée. Les deux jeunes filles avaient été enlevées en plein jour dans le stationnement d'un centre commercial. Nous avions beaucoup de pistes. La principale étant la Pontiac Firebird rouge, mais il s'est vite avéré que cette piste ne menait nulle part. Elle était fausse. L'affaire est au point mort. Mais Gerald Gallego a désormais un appétit insatiable pour le meurtre et le viol. Gerald est le prototype parfait du sadique sexuel psychopathe. Il éprouvait beaucoup de plaisir à faire souffrir les autres. Après avoir atteint son but, il voulait immédiatement se débarrasser de sa victime afin de pouvoir passer à une autre. Les deux premières victimes ont passablement ébranlé Charlene.
mais elle était trop impliquée dans les délits pour pouvoir se libérer de Gerald. Elle avait vu Gerald tuer ses premières victimes et elle savait qu'il pourrait en faire autant avec elle. Quelques semaines après les premiers meurtres, Gerald Gallego et Charlene Williams décident de se marier. Ils rendent visite à la fille de Gerald, alors âgée de 14 ans, chez sa mère à Chico, en Californie, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Gerald a commencé à agresser sexuellement sa fille lorsqu'elle avait 6 ans. Lui-même avait été abusé pendant son enfance et il faisait maintenant subir ces mauvais traitements à sa fille. Il arrive souvent que les gens qui ont été agressés sexuellement deviennent à leur tour des agresseurs. Lorsqu'ils sont arrivés chez la mère de sa fille, la mère a immédiatement appelé la police car elle avait appris que Gerald agressait sa fille. Le beau-père de la jeune fille a saisi sa carabine et l'a chassé de chez lui en lui disant qu'il allait le tuer. Gerald et Charlene ont regagné leur fourgonnette. Sachant que la police était à leur trousses, ils se sont débarrassés de leurs armes à feu et ont pris la fuite. Ils se sont rendus à Reno et ils se sont mariés sous de faux noms. Gerald a pris le nom de Stephen File, qui était en fait le nom du cousin de Charlene. La mère de Charlene leur avait fourni des pièces d'identité qui leur ont permis d'emprunter ce nom. Le père de Charlene trouve un poste de camionneur pour Gerald à Houston, au Texas. À Chico, la police émet un mandat d'arrestation au nom de Gerald Gallego pour plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle contre sa fille. Les enquêteurs découvrent que le passé de Gerald n'est pas sans tache. Il a été arrêté 23 fois pour divers crimes allant du vol à l'agression sexuelle en passant par l'évasion de prison. Les autorités prennent conscience du danger que représente Gerald et sont résolues à lui mettre la main au collet. Mais lorsque les policiers de Chico se rendent à la dernière adresse connue de Gerald pour l'arrêter, il a disparu. Alors que les policiers poursuivent leurs recherches pour retrouver Gallego, ils découvrent que son père a été exécuté au Mississippi en 1955 pour le meurtre de 2 policiers. Il a déjà dit qu'il reconnaissait son père en lui-même. Quelques théories suggèrent qu'il y a une origine génétique à la criminalité et plusieurs études ont effectivement établi un lien entre l'hérédité et les tendances meurtrières. Gerald est un coureur de jupons invétéré qui a l'habitude de menacer et de maltraiter les femmes. La mère de Gerald se prostituait. Elle était négligente, froide et autoritaire. Il s'est développé en lui une grande haine envers les femmes, qui s'est ensuite exprimée sous la forme des mauvais traitements qu'il leur a infligés et à travers ses fantasmes sexuels qui sont apparus au fil du temps. L'enfance de Gerald a eu un effet inouï sur lui. Il a été victime de beaucoup de violences quand il était enfant. En septembre 1977, à l'âge de 31 ans, Gerald Gallego fait la connaissance de Charlene Williams quelques semaines avant son 21e anniversaire au Black Stallion Card Room à Sacramento. Elle avait grandi dans un milieu huppé. Elle était issue d'une classe sociale plus élevée que celle de Gerald, qui n'était qu'un barman qui fréquentait les établissements de jeux de Sacramento. Elle et Gerald, c'était le jour et la nuit. Elle était très éduquée et elle avait appris à faire plaisir aux gens. Elle était petite et frêle à côté de Gerald, qui se voyait comme un homme viril. Une brute, en somme. Elle avait un petit côté rebelle,
et elle voulait fuir la monotonie et les obligations de la vie de banlieue. Elle cherchait une façon de s'en sortir. Et avec son image de mauvais garçon, Gerald l'attirait. Quelques semaines après leur rencontre, Gerald emménage dans l'appartement de Charlene et commence vite à exercer sur elle une domination teintée de violence. Il savait qu'elle obéirait au doigt et à l'œil. Elle venait d'une famille où les hommes avaient le contrôle. Son père était très autoritaire et elle avait en quelque sorte cédé à la domination masculine. Gerald était aussi ce genre d'homme et il savait comment manipuler les femmes. Le couple se met bientôt à consommer de la drogue. La toxicomanie était la pierre d'assise de la relation entre Charlene et Gerald, puisqu'elle leur donnait un but commun, consommer de la drogue. Mais leur relation tourne vite au vinaigre, en partie à cause de l'impuissance sexuelle de Gerald. Ils étaient prêts à tout pour régler ses problèmes sexuels. Ses fantasmes sexuels étaient pour lui un moyen de résoudre son problème d'impuissance, et c'est pourquoi il a tenté de les mettre à exécution. C'était un homme très égoïste et exigeant qui éprouvait beaucoup de frustration. Tous ces facteurs ont donné naissance à ses fantasmes d'avoir à sa disposition de très jeunes filles qu'il pourrait utiliser à sa guise. Charlene était tout à fait disposée à l'aider à réaliser ses fantasmes de soumission sexuelle, car ça enlevait un poids énorme de ses épaules. Elle n'aurait plus à se démener pour le satisfaire. Jusqu'au printemps 1979, Gerald occupe une série d'emplois différents à Houston. Chaque fois, il démissionne ou on lui montre la porte. Il décide donc de déménager à Reno avec Charlene. Gerald était antisocial et violent, et il était incapable de garder un emploi. Son QI était en dessous de la moyenne. Toutes ces caractéristiques sont celles d'un psychopathe. Le mandat d'arrestation au nom de Gerald Gallego pour l'agression sexuelle de sa fille est toujours valide. Mais les autorités de la Californie ignorent qu'il vit maintenant au Nevada sous le nom de Stephen Robert File. Les Gallego tentent pendant plusieurs mois de se faire oublier. Mais le 24 juin 1979, Gerald tentera à nouveau d'assouvir ses pulsions. En été 1979, aidé par sa femme Charlene, Gerald Gallego reprend ses desseins criminels là où il les a laissés 9 mois plus tôt. Il est plus déterminé que jamais à kidnapper des femmes et à en faire ses esclaves sexuels. Le 24 juin, Charlene aborde Brenda Lynn Judd, 14 ans, et Sandra Kay Colley, 13 ans, à la foire du comté de Washoe et leur offre de distribuer des feuillets publicitaires pour se faire un peu d'argent de poche. Les jeunes filles acceptent et la suivent vers sa fourgonnette. Get in. Now, move. Charlene a servi d'appât pour attirer ses 2 innocentes victimes. Gerald tenait à ce que ses victimes soient jeunes afin qu'elles ressemblent à sa fille qu'il a violée pendant des années. Dès qu'il n'a plus eu la possibilité de l'agresser, il a dû trouver des victimes qui lui ressemblaient.
Gerald se justifiait en disant qu'il kidnappait des jeunes filles parce qu'il était malheureux avec Charlene. Il lui disait d'ailleurs souvent qu'elle était nulle au lit. Il s'est servi de Charlene pour aborder ces jeunes filles et les ramener à la fourgonnette. Lorsqu'elles ont eu rejoint le véhicule, il a repris le contrôle. Cet après-midi-là, les parents de Brenda Judd et de Sandra Cawley appellent les autorités pour les prévenir que leurs filles ne sont pas revenues de la foire. Charlene prend l'autoroute 395 vers la Californie et s'arrête à 40 km au nord-ouest de Reno. Gerald part à pied avec les deux filles, sans Charlene. Help me out. Put the stuff in the back. Come on. Hurry up. Move on. Move. What's the matter with you? I don't believe you. Crying. Gerald a fait sortir les filles de la fourgonnette tour à tour, les a tuées d'un coup de marteau à la tête et a enfoui leur corps. Ils commettaient leurs crimes sur différents territoires de compétence et même dans différents États. Les autorités ignoraient complètement que ces crimes étaient reliés. Les enquêteurs suivent des pistes dans plusieurs États, sans succès. Trois mois plus tard, Gerald et Charlene quittent Reno et retournent à Sacramento pour y vivre sous leur nom d'emprunt, File. Ils ont eu beaucoup de chance d'avoir commis cette série de meurtres à une époque où la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Les autorités n'avaient tout simplement pas le matériel nécessaire pour établir le lien entre les crimes. Ils recommencent vite à se disputer et à consommer de la drogue. Plus il consommait, plus sa dysfonction sexuelle s'aggravait. Et il rejetait toujours le blâme sur Charlene. Après avoir commis les meurtres, Gerald et Charlene ont tenté de reprendre une vie aussi normale que possible. Mais Gerald était véritablement accro au meurtre. Et la plupart des tueurs en série sont incapables de s'arrêter jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre ou qu'ils se fassent tuer. 10 mois plus tard, le matin du 24 avril 1980, Gerald réveille Charlene et lui dit encore une fois qu'il est temps. Ils sont sortis pour trouver d'autres jeunes filles. Ils ont passé la matinée à se promener en voiture. Ils se sont d'abord rendus à un centre commercial à Sacramento, puis à une école. Mais comme c'était la matinée, la plupart des jeunes filles étaient en classe et ils n'ont trouvé personne. Gerald et Charlene reprennent donc la route et se rendent à un centre commercial à Citrus Heights, une banlieue de Sacramento. Voici Sunrise Mall, l'endroit où ont été enlevés Karen Twiggs et Stacy Redican. Gerald a pointé les jeunes filles du doigt et a dit qu'il les voulait. Charlene les a attirées à la fourgonnette, puis Gerald les a attachées. Ils sont ensuite repartis vers l'autoroute 80 en direction du Nevada. Il les violait à l'arrière de la voiture pendant qu'elle conduisait. Voyant que sa fille tarde à revenir à la maison, la mère de Karen signale sa disparition et celle de Stacy au service de police de Sacramento. Karen Twiggs et Stacy Redican avaient une réputation de jeunes fugueuses. Elles fuguaient d'ailleurs fréquemment. Nous n'avons donc pas ouvert d'enquête intensive.
Pour l'instant, on croyait qu'elle s'était enfuie. Leur périple prend tragiquement fin à Limerick Canyon. Gerald a détaché une des filles et l'a emmenée avec lui. Quelques instants plus tard, il est revenu, a détaché l'autre fille et l'a emmenée. Il était armé d'un marteau. Il est ensuite venu chercher Charlene et lui a dit d'aller voir l'endroit où il avait enterré ses victimes. Le meurtre faisait partie des fantasmes sexuels de Gerald. Il ne voulait pas seulement violer ses victimes, il voulait aussi les tuer. Le meurtre était en quelque sorte le point culminant de ses fantasmes d'asservissement sexuel. Charlene est désormais insensible aux tragiques événements. 2 mois passent. Gerald semble avoir assouvi ses pulsions pour le moment. En juin, Gerald ainsi que Charlene, maintenant enceinte, partent en vacances en Oregon. En chemin, ils aperçoivent une autre femme enceinte en bordure de la route. Linda Aguilar, une jeune femme, faisait de l'autostop à Gold Beach, en Oregon. Gerald a aperçu Linda et l'a fait monter. Dès qu'elle est rentrée, Gerald l'a emmenée à l'arrière, mais il a été incapable de la violer. Charlene et Gerald ont conduit jusqu'à une plage et Gerald a tué Linda d'un coup de roche à la tête. Linda Aguilar ne correspondait pas aux victimes habituelles de Gerald. Bien qu'elle soit plus âgée que les autres et qu'elle était enceinte, il l'a tout de même agressée. Ce meurtre a attisé la jalousie de Charlene plus que tout autre. Parce que Gerald avait montré qu'il était capable d'agresser une femme enceinte et de la tuer. 2 semaines plus tard, le 22 juin 1980, des touristes découvrent le cadavre partiellement enfoui de Linda Aguilar, 21 ans. D'après le médecin légiste, elle était toujours vivante lorsqu'il l'a enterrée dans le sable. Au moment où l'annonce de la mort tragique de Linda parvient aux médias, Gerald et Charlene sont de retour à Sacramento et sont déjà à la recherche de leur prochaine esclave sexuelle. Bien qu'ils aient commis 7 meurtres en moins de 2 ans, Gerald et Charlene Gallego échappent toujours à la police. Le bureau du shérif du comté de Sacramento ignore toujours les crimes commis dans les comtés voisins. Gerald et Charlene ont commis des crimes dans 3 États, le Nevada, l'Oregon et la Californie. Nous enquêtions seulement sur le double meurtre commis ici sans savoir qu'il était relié à plusieurs autres. Le 16 juillet 1980, après une journée de pêche, Gerald et Charlene se rendent au Sail Inn à West Sacramento. Virginia McCall, une femme de 34 ans, mère de 2 enfants, est une habituée du Sail Inn. Charlene l'aborde. Les Gallego la ramènent à leur appartement, où Gerald la viole à plusieurs reprises.
Charlene arrivait à se détacher de ce que ces femmes subissaient, car au fond d'elle, elle savait que ça lui rendait la vie plus facile. Lorsqu'il a terminé, Gerald étrangle Virginia. Puis, avec l'aide de Charlene, il se débarrasse du corps. Malheureusement pour les Gallego, la disparition de Virginia ne passe pas inaperçue. Le bureau du shérif du comté de Yolo a immédiatement ouvert une enquête. Le fait qu'elle n'était pas revenue chez elle après la fermeture du bar était très louche. Ils sont retournés au bar et ont interrogé tous les clients qu'ils ont pu trouver qui étaient là ce soir-là. Plusieurs clients se souviennent d'un couple exubérant qui s'était présenté comme Stephen et Charlene File. Les enquêteurs du comté de Yolo ont appelé Charlene, l'ont fait venir au poste de police et l'ont interrogée. Charlene déclare qu'elle et son mari se sont arrêtés au bar pour se détendre un peu après une longue journée de pêche. Elle a affirmé qu'elle était au bar ce soir-là, mais qu'elle avait tant bu qu'elle ne se rappelait rien de la soirée. Charlene s'est servie de son charme pour convaincre les enquêteurs qu'ils ne savaient rien de ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'ils ont réussi à échapper à la justice. Le 27 juillet, les corps de Karen Twiggs et de Stacy Redican, les deux jeunes filles portées disparues au Sunrise Mall 3 mois auparavant, sont découverts à Limerick Canyon. Un homme était en camping avec ses 3 jeunes enfants. En jouant, l'un d'eux a découvert un os de pied qui sortait du sol. C'est comme ça qu'ils ont découvert les corps. Des agents du bureau du shérif se sont rendus sur les lieux et ont contacté la division des enquêtes du Nevada. Les 2 victimes avaient les mains ligotées derrière le dos. L'autopsie a révélé que les 2 victimes étaient mortes d'un coup à la tête. Il nous fallait maintenant aller à Sacramento pour vérifier les antécédents des jeunes filles et tenter d'obtenir le plus de renseignements possible. En parlant à la famille et aux amis des victimes, un lien se tisse. Et en quelque sorte, c'est pour eux que nous faisons tout cela, pour obtenir justice contre les individus qui ont commis ce crime. Les enquêteurs du Nevada ignorent toujours le lien entre leurs victimes et les meurtres commis dans les comtés avoisinants. Le 2 octobre, à Sacramento, les enquêteurs ont enfin une nouvelle piste dans l'affaire de Virginia Muckle, lorsque son corps est découvert 10 semaines après sa disparition. On l'a retrouvée près du fleuve Sacramento. Elle avait été étranglée. Ses mains sont attachées avec de la ligne à pêche. Les enquêteurs savaient que les seuls clients du bar qui auraient pu avoir de la ligne à pêche ce soir-là, c'était Charlene et Stephen File. Les policiers passent en revue leur dossier afin de trouver où se trouvent les Files. Ils ignorent toutefois que Gerald et Charlene se sont séparés. Charlene a vendu la fourgonnette et est retournée vivre chez ses parents. Gerald, lui, passe d'appartement en appartement et de motel en motel. Mais quand le besoin se fait sentir, Gerald sait qui appeler. Charlene était beaucoup trop mêlée à cette histoire pour pouvoir mettre ça derrière elle. Elle ne pouvait pas se séparer complètement de Gerald et vivre sa vie, mais elle ne pouvait pas non plus le dénoncer à la police sans se dénoncer elle-même. Le 1er novembre, Gerald et Charlene, qui est toujours enceinte, partent à la recherche d'une autre esclave sexuelle. Gerald et Charlene sont devenus très arrogants. Après avoir commis au moins 8 meurtres, Gerald commençait à avoir très confiance en lui. Il avait probablement l'impression qu'il pourrait continuer comme ça
et que nous ne l'attraperions jamais. Ils tournaient en rond dans leur véhicule lorsque Mary Beth Sowers et Craig Miller sont sortis d'un restaurant. Ils s'étaient rencontrés à l'université et avaient prévu se marier l'année suivante. Gerald était en train de perdre le contrôle. Il prenait n'importe qui comme victime sans penser aux conséquences. C'était Mary Beth Sowers que Gerald voulait. Pour lui, Craig Miller n'était qu'un obstacle dont il fallait se débarrasser. What do you do? Look, just go. But what are you going to do? Move! Move! Oh my God! Les autorités du Nevada et de la Californie enquêtent sur les meurtres commis par deux tueurs en série, Gerald et Charlene Gallego. Les dernières victimes des Gallego sont Craig Miller et Mary Beth Sowers. Move! Après avoir tué Craig, Gerald viole Mary Beth Sowers pendant plusieurs heures. Charlene les conduit ensuite à un endroit isolé où Mary Beth subira le même sort que son fiancé. Craig Miller et Mary Beth Sowers sont portés disparus le lendemain matin. On retrouve le corps de Craig quelques heures plus tard. Mais Mary Beth est introuvable. Mon fils m'a appelé à environ 8 ou 9 heures du matin pour me dire que Mary Beth avait disparu. Je croyais d'abord à une blague, mais il m'a dit que c'était vrai, qu'on avait trouvé le corps de Craig ce matin-là. Mary Beth et Craig étaient deux jeunes gens typiquement américains, heureux et épanouis. On ne pouvait pas trouver de meilleurs gendres ou de meilleures filles. La police de Sacramento trouve enfin une piste prometteuse. Ils avaient enlevé Mary Beth Sowers et Craig Miller sous les yeux de plusieurs témoins qui avaient noté le numéro de la plaque d'immatriculation de leur véhicule alors qu'ils s'enfuyaient avec leurs victimes. Ça nous a menés directement à eux. Les policiers vérifient le numéro de plaque d'immatriculation et se rendent immédiatement chez les parents de Charlene. Cette dernière affirme que le véhicule a été volé. Elle était si convaincante que l'enquêteur n'a trouvé aucune raison de mettre en doute ses déclarations. Dès que l'enquêteur est parti, Charlene a averti Gerald et ils ont pris la fuite. Gerald et Charlene avaient besoin d'argent pour prendre la fuite. Charlene a donc appelé sa mère qui lui a fait un virement d'argent à une banque d'Omaha. Ce virement a mis la puce à l'oreille des agents du FBI et ils attendaient les Gallego lorsqu'ils sont allés retirer l'argent. Les Gallego sont arrêtés le 17 novembre 1980 pour le meurtre de Mary Beth Sowers et de Craig Miller. 5 jours après leur arrestation, le corps de Mary Beth Sowers est retrouvé dans un champ. On lui a tiré 3 balles dans la tête. Ça a été très dur. Personne ne veut perdre un enfant, et surtout pas de cette façon. Même après leur arrestation, Gerald continue de manipuler Charlene.
Ils étaient détenus dans 2 prisons différentes, mais ils communiquaient par lettres. Il lui écrivait qu'il la protégerait, qu'il l'aimait, et d'autres choses du genre. Mais il écrivait aussi à d'autres que si elle parlait, il n'hésiterait pas à l'incriminer. Charlene donne naissance à un garçon en prison le 17 janvier 1981. Ses parents se voient confier la garde de l'enfant. Mais avec le temps, Gerald perd de son pouvoir sur Charlene. Effrayée par la possibilité de la peine de mort, elle décide de sauver sa peau et accepte une négociation de peine. Mais l'aveu de Charlene prend le procureur par surprise. Elle a révélé qu'ils avaient commis 8 autres meurtres. Elle espérait ainsi se libérer de l'emprise de Gerald. C'était très excitant d'obtenir soudainement tous ces renseignements. C'était enfin notre chance d'élucider cette affaire. Afin d'obtenir le statut de témoin, Charlene nous a parlé de 8 autres meurtres, en plus des 2 dont ils étaient déjà accusés, ceux de Mary Beth Sowers et de Craig Miller. Elle a parlé d'un centre commercial. J'ai tout de suite su qu'elle parlait de Kippy Vaught et de Rhonda Scheffler. Elle a ensuite mentionné une autostoppeuse à Gold Beach, Linda Aguilar, Stacy Redican et Karen Twiggs et tous les autres. Nous avons vite compris qu'ils étaient les auteurs de plusieurs autres meurtres. Les autorités de 10 territoires répartis dans 3 États doivent maintenant décider de la marche à suivre. Les autorités de chacun de ces États voulaient la juger pour les crimes qu'elle avait commis sur leur territoire. Ils décident finalement que Gerald et Charlene seront d'abord poursuivis en Californie et au Nevada pour les meurtres de Mary Beth Sowers, Craig Miller, Stacy Redican et Karen Twiggs. Charlene échappera à la peine de mort. La sentence de Charlene, 16 ans et 8 mois de prison, était le fruit d'une entente entre les 10 territoires de compétence. L'accord prévoyait qu'elle purgerait la totalité de sa peine sans possibilité de libération conditionnelle. Elle savait que je pensais qu'elle aurait dû être condamnée à la peine de mort, mais elle y a échappé en échange des renseignements qu'elle nous a fournis et de son témoignage. Mais pour d'autres, la situation n'est pas aussi claire et nette. Lorsque j'ai rencontré cette blonde de 1,5 m et de 45 kilos, j'avais peine à croire qu'elle était mêlée au meurtre de 10 personnes. Je savais bien qu'elle était méchante, qu'elle avait tué tous ces gens. Mais je sentais qu'il me fallait la protéger, puisqu'elle détenait tous les renseignements dont j'avais besoin pour éclaircir mon affaire. Mes sentiments envers elle étaient confus. L'accord conclu avec Charlene prévoyait que si elle nous mentait, elle serait accusée de tous les meurtres et de tous les kidnappings, bref, de tous les crimes. Nous avons donc interrogé Charlene en long et en large. Mais Charlene ne fait pas que parler des meurtres. Nous avons conduit Charlene à tous les emplacements où un meurtre, un enlèvement ou une agression sexuelle avait eu lieu, du comté de Sacramento jusqu'en Oregon, en passant par le Nevada, et nous l'avons interrogée sur place. Elle nous montrait l'endroit où les crimes avaient eu lieu et nous la filmions. We were fishing and came from that direction. Just to stop here. And Jerry's got the gun still right out there. It's all light. It's light.
then go back out this way and head up on the freeway, and then out down onto 50 and out to the Wood Hollow apartment. First of all, we stopped just up a ways, up that way, where Jerry took the body out. I came up this road, and this is where I turned around. And then you see the bat down that way. And then as I'm going down that way, I'm going slow. Jerry gets back in the van, and then we head back towards the house. Malgré les déclarations de Charlene, une question hante toujours les enquêteurs. Pourquoi? Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé pour empêcher la mort de quelqu'un? Je n'ai jamais reçu d'explication satisfaisante. Je crois que Charlene n'a rien fait parce qu'elle avait peur d'être la prochaine victime. Est-ce logique? Pour moi, ce ne l'est aucunement. Après 1 an d'interrogatoire et d'enquête, le procès de Gerald Gallego s'ouvre enfin. Au procès en Californie, sa mégalomanie a encore une fois pris le dessus et il a décidé de se défendre lui-même. Il se croyait un excellent avocat, mais en réalité, il était médiocre. Ses questions l'incriminaient plus qu'elles ne le défendaient. Le 21 juin 1983, après 6 mois d'audience, Gerald Gallego est condamné à mort pour le meurtre de Mary Beth Sowers et de Craig Miller. En novembre 1983, à la suite d'une négociation de peine, Charlene est officiellement condamnée à 16 ans et 8 mois de prison. Elle aurait dû recevoir la peine de mort. C'est inexcusable. On extrade ensuite Gerald au Nevada afin qu'il soit jugé pour les crimes contre Karen Twiggs et Stacy Redican. Gerald était assis de ce côté avec son avocat. Gerald essayait souvent d'intimider les gens du regard. Il l'a fait lors du témoignage de Charlene et je l'ai rencontré quelques fois dans le couloir avec ses avocats et il a essayé de me faire baisser les yeux. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Le 25 juin 1984, Gerald Gallego est à nouveau condamné à mort. Cette fois, pour les meurtres de Stacy Redican et de Karen Twiggs. C'est très satisfaisant de voir un tel homme condamné. Je jubilais au terme du procès. Les enquêteurs souhaitent tous tomber un jour sur l'affaire de leur carrière. Nous voulons tous pouvoir nous vanter d'avoir participé à une enquête importante. Mais après ce genre d'enquête, on ne veut plus jamais en avoir une autre comme ça. Au terme du 2e procès, Charlene retourne en prison pour purger sa peine. En août 1997, à l'âge de 40 ans, elle est relâchée sous condition. À mon avis, justice n'a pas été faite. Elle n'a purgé qu'un peu moins de 17 ans de prison pour son implication dans le meurtre de 10 personnes. Je crois qu'à ce stade-ci de sa vie, Charlene ne constitue plus une menace pour la société. Mais je crois aussi qu'elle est le genre de personne qui peut se laisser facilement influencer par quelqu'un à la personnalité forte. S'il advenait que cet individu soit antisocial et qu'elle se lie avec, elle pourrait très bien être mêlée à des meurtres à nouveau. Elle ne devrait pas être sortie de prison. Elle devrait être exécutée. Plus de 20 ans après la disparition de Brenda Judd et de Sandra Colley de la foire du comté de Washoe, leurs squelettes sont découverts dans le comté de Lassen, en Californie. Nous espérions tous qu'ils seraient découverts un jour. Nous espérions être celui qui les découvrirait. Un de leurs parents m'a appelé pour me remercier.
J'ai répondu, « Ne me remerciez pas, je ne vous ai pas rendu votre fille. Ça nous hantera toujours. » Après avoir réussi à retarder son exécution pendant près de 20 ans, le 18 juillet 2002, Gerald Gallego meurt en prison d'un cancer du rectum à l'âge de 56 ans. S'il n'était pas mort en prison, je suis convaincu qu'il attendrait encore son exécution. Il porterait encore sa cause en appel à ce jour. Ça m'a brisé le cœur que Gerald n'ait jamais été exécuté. Je voulais le voir mourir. J'y tenais à tout prix. J'aurais été là pour lui donner la pilule ou pour actionner la manette. Ça ne fait aucun doute.